Voilà. Du coup, Maxime, c'est à toi. Merci beaucoup encore. Ok, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maxime Soma. Je suis un postdoc CNES qui a commencé au 1er mars et je serai avec vous pour une durée de 2 ans, encadré par Sylvie Durieux, donc, qui est de votre labo, et Cédric Vega de l'IGN. Donc, le projet de recherche sur lequel je vais travailler, ça sera l'intégration des satellites LIDAR pour de l'inventaire forestier multisource. Et donc, le but de cette petite présentation, c'est un peu de vous présenter mon parcours, mes travaux passés et plus en détail ce projet de recherche que je vais mener chez vous. Donc, tout d'abord, mon parcours. Donc, à la base, je suis issu de l'école de foresterie de Nancy, où j'ai suivi un parcours sur la gestion des écosystèmes et des forêts, avec des stages qui étaient quand même assez orientés statistiques et dendrométrie. Donc, un premier stage sur des équations allométriques pour le suivi de la biomasse au Vietnam, et un second stage de fin d'études au Costa Rica, qui visait en fait à caractériser la structure d'un essai agroforestier de café pour établir une relation entre structure et température de l'air dans les peuplements, parce que les caféiers ne supportent pas les fortes chaleurs. Et donc pour ça, pour caractériser la structure du peuplement, moi j'ai pas mal galéré avec des photos hémisphériques. Et à la fin de mon stage, il y a Jean Dosa qui est venu avec le Rigol donc, que vous connaissez peut-être, Jean Dosa, mais qui était en tout cas le même Rigol le Rigol que vous utilisez chez vous, en tout cas, un LIDAR que vous utilisez chez vous, et ça m'a beaucoup impressionné comme instrument. Il a réussi à caractériser assez finement l'essai, faire ce que moi je faisais depuis longtemps en quelques jours. Donc ça m'a beaucoup plu cet instrument, et j'ai poursuivi avec une thèse à l'INRA d'Avignon sur l'estimation de la distribution de la surface foliaire en 3D dans les couverts forestiers méditerranéens avec un lidar terrestre. Donc, suite à cette thèse, j'ai fait un premier postdoctorat qui était aussi à l'INRA d'Avignon, qui cherchait à transférer ces approches, les approches de la thèse aux grandes cultures sur un lidar qui était mobile, donc plus vraiment un lidar terrestre. Donc, je vais un peu détailler ces travaux que j'ai menés à la fois au cours de ma thèse et de mon premier postdoc. Donc, tout d'abord, les métriques d'intérêt dans ce domaine de recherche, donc, qui sont l'estimation de la surface foliaire. Donc, évidemment, le LAI, donc, qui est en fait une surface de feuilles par mètre carré qui intègre la totalité de la canopée sur sa hauteur. Mais si on veut accéder plus finement à la structure de la canopée, en particulier en 3D, il faut se pencher sur le LAD, donc qui est le Leaf Area Density, mais qui demande de pouvoir discrétiser en 3 dimensions la scène. Donc pour ça, le LIDAR, c'est quand même un outil parfait, puisque c'est un outil 3D par essence, par construction. Donc comment ça marche un LIDAR? Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc il y a plusieurs types, mais en tout cas, celui que vous possédez au labo est un LIDAR temps de vol, donc il va envoyer un rayon laser et pour simplifier, chronométrer le temps un peu comme un radar entre l'impact et le retour. Sauf qu'il fait ça des dizaines de millions de fois autour de lui, ce qui permet de récupérer un nuage de points en 3D où chaque coordonnée d'impact est enregistrée. Donc sur la droite, vous pouvez voir un arbre scanné au lidar terrestre, donc ça rend quand même assez bien la structure. Donc, il y a plusieurs types d'approches pour exploiter ces nuages de points. Il y a les approches architecturales. Donc, par exemple, sur la gauche, vous pouvez voir un arbre sur lequel on a fité des petits cylindres pour retrouver le volume de bois, la branchaison. Par contre, si on veut s'intéresser aux feuilles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si on a un bananier, on va peut-être arriver à fiter un plant. Par contre, si on a un pin d'Alep, c'est même pas la peine d'essayer de reconstruire les aiguilles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des approches qui sont dites statistiques et qui sont parfaitement adaptées à l'estimation de la surface foliaire, parce qu'on va plutôt chercher à relier la densité locale de points avec la densité du feuillage. Donc, qu'est-ce qu'il y a un peu derrière cette théorie? C'est en fait la loi Lambert qui cherche à passer d'une densité de points à une densité de feuillage. C'est-à-dire que la densité de feuillage va être très corrélée au coefficient d'atténuation
de la lumière. Et ce coefficient d'atténuation, en fait, c'est rien d'autre que comment nos rayons laser lidar vont être interceptés. Donc, en fait, on pourrait voir ça dans un volume donné, quelle est la proportion de rayons lidar qui est interceptée par rapport à celle qui n'est pas interceptée. Et ça, en fait, c'est simplement une absorbance, ce qui nous permet d'inverser la loi de Berlambert pour retrouver un coefficient d'atténuation. Par contre, quand on fait ça, il y a quand même beaucoup de biais qui sont dus au fait qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas respectées par rapport à la loi de Berlambert. Donc, en particulier, le fait que les rayons lidar ne vont pas tous explorer le même volume, ils n'ont pas la même trajectoire, ils ne sont pas infiniment fins, le milieu n'est pas turbide, il n'est pas homogène. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, ça méritait de déjà théoriquement faire un travail pour avoir un estimateur non biaisé statistiquement. Et donc, nous, on s'est pas mal penché sur quelle information retrouver au mieux avec le lidar. Et c'était en fait le chemin parcouru par les rayons, qui est une information quand même plus riche que simplement compter le ratio rayon intercepté non intercepté. Donc ça, c'est dérivé des approches dites fréquence de contact. Et ça permet d'avoir un estimateur qui est non biaisé statistiquement. Donc, il y a déjà eu un travail théorique dans ma thèse qui cherchait à voir ça. Donc, ensuite, on voit que quand on applique ça à des données réelles, donc, sur la gauche, vous avez des petits voxels de 10 cm qui cherchent à estimer des branches. On voit que ça colle quand même pas mal. Par contre, dès qu'on prend des gros voxels, on surestime énormément. Donc, c'est les points en orange ici. Et ça, c'est dû au clumping, en fait, qui fait qu'on agrège des zones vides et non vides. Et donc, la loi de Berlambert, elle supporte très mal ça. Donc, il y a cet effet-là à prendre en compte. Et il y a un deuxième effet qui était la divergence du faisceau, qui fait que au plus on s'éloigne de l'appareil, au plus le faisceau diverge, et donc au plus on va surestimer la probabilité d'interception. Donc, c'est également un effet à corriger. Quand on intègre tout ça et qu'on corrige bien, on arrive à avoir des estimations correctes, donc déjà à l'échelle d'une branche, pour à peu près 3 espèces. Donc, moi, j'avais du chêne pubescent, du chêne vert et du pin d'Alep, ça marchait sur toutes, et à peu près n'importe quelle taille de voxel. J'ai aussi testé sur 2 types de lidar, donc un Faro et le Rigel en partenariat avec Sylvie et votre unité. Quand on passe à l'échelle des arbres, donc là, c'est des données descriptives aussi, c'est des vrais arbres qui ont été coupés et échantillonnés et mesurés, pesés. On voit qu'on arrive aussi à retrouver les profils 3D, donc les approches se transfèrent pas trop mal à une échelle un peu plus grande. Et on arrive même à estimer la surface totale de feuilles pour un arbre donné. On voit qu'aussi, au bout d'un moment, pour des très grands arbres, une très grande surface, il peut y avoir des effets de saturation. Donc, après l'échelle de l'arbre, j'ai cherché à passer évidemment à l'échelle de... Et donc là, je me suis rendu compte que, évidemment, au plus il y avait de végétation, au plus c'était difficile d'échantillonner. Et en particulier, il y a un phénomène qui s'appelle l'occlusion, qui est quelque chose dû au fait que le rayon laser, une fois qu'il est intercepté, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc là, vous avez une tranche d'une placette donc à une hauteur de 6 mètres. On voit que dans les zones qui sont très denses, un peu au cœur des couronnes, on ne va pas avoir d'informations et que dans les zones hautes, les zones denses vont complètement occlure les étages supérieurs et on va avoir des grandes zones sur lesquelles on n'a pas du tout d'informations. Donc, ces patterns un peu d'occlusion, il va avoir des conséquences assez importantes. Donc là, sur ce graphe en bas à gauche, le graphe A, on voit qu'avec un seul scan, dans le milieu de la canopée, c'est-à-dire là où il y a les zones les plus denses, on va très fortement sous-estimer les références. Donc, ça donne vraiment des erreurs énormes et ça donne des fortes erreurs. Et au niveau des intervalles de confiance, c'est assez catastrophique aussi parce qu'on va se retrouver facilement avec des erreurs supérieures à 1 mètre carré par mètre cube. Donc, l'approche classique pour gérer ces phénomènes d'occlusion, c'est en général d'affecter la valeur moyenne à une hauteur donnée. Sauf que ça, en fait, ça revient simplement à ignorer les zones occluses, faire comme si elles n'existaient pas, et du coup, à ignorer les zones les plus denses. Donc, d'où le fait que ça ne corrige pas vraiment le problème. Du coup, moi, j'ai développé des approches qui étaient basées plutôt sur la corrélation spatiale entre voxels voisins. Donc, pour ça, on cherche à savoir un peu quel est le pattern de couronne qu'on observe dans un endroit, dans une placette donnée, et à intégrer aussi l'idée de fiabilité de la mesure.
Donc pour ça, j'ai un peu détourné la machinerie du crigeage en attribuant des poids, en fait, en attribuant des poids aux différents voisins. Donc déjà pour le calcul du variogramme, en intégrant les variances dans l'estimation du LAD, donc en enlevant un petit peu de l'erreur, ce qui permettait de mieux retrouver les formes de couronne et les autocorrélations spatiales, et aussi d'intégrer la fiabilité du voisin. Donc là, en haut à gauche, vous avez des voxels qui n'ont pas été échantillonnés. Donc on a une valeur de référence. Si on affecte la valeur moyenne à ces voxels-là, ben, on est complètement dans les choux. On ne respecte pas du tout la valeur référence. Avec un criage normal, ben, donc le graphe B, c'est encore pire. On fait encore plus d'erreurs qu'affecter simplement la valeur moyenne. Par contre, avec un crigeage spécifique pour le LAD qui intègre bien les notions de fiabilité, ben, on voit qu'on arrive à avoir des estimations tout à fait correctes sur des voxels qui n'étaient pas du tout échantillonnés et donc non vus. L'avantage de cette approche-là, c'est aussi qu'elle permet de corriger des estimations dans des voxels qu'on avait mal échantillonnés, c'est-à-dire où on avait peu de rayons. Par exemple, on peut avoir seulement 10 lasers qui vont parvenir à explorer un volume. L'avantage de cette approche, c'est que ça permet de revenir sur ces estimations. Et donc là, sur les graphes, on voit les probabilités de densité des erreurs et on voit qu'en appliquant un crigeage LAD, donc en bleu, on a tendance à recentrer les erreurs sur 0 et avoir des meilleures estimations locales. Donc voilà, un peu pour la machinerie statistique de mes travaux. Les applications, donc l'une des premières, ça a été l'application au risque incendie. Donc ici, ce sont des transects qui ont été scannés au lidar terrestre à des interfaces forêt-habitation, donc entre une maison et une forêt, qui permet d'un peu de décrire la structure du combustible à proximité de la maison. Et, voilà, et sur le graphe à gauche, on a des profils de biomasse en fonction de la distance aux maisons. Et on voit que, voilà, par exemple, il y a plus ou moins de sous-bois ou des choses comme ça. C'est des choses qui permettent de voir un peu comment les pare-feux, dans le temps, vont reprendre en combustible et un peu avoir des politiques d'entretien des pare-feux adaptées. Donc, suite à ça, j'ai fait un premier postdoctorat qui cherchait un peu à transférer ces approches aux grandes cultures, en particulier à la phénomobile. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce robot-là qui est en haut à gauche. Il y en a un à Montpellier, à l'INRA, qui cherche à décrire très finement des micro-parcelles, donc de blé, de tournesol, de grandes cultures en tout cas, pour voir quelle est la compétition au sein d'une variété ou d'une autre et voir être capable de faire du phénotypage en fait. Donc de vraiment caractériser finement pour à terme être capable de sélectionner ce qu'on veut. Donc on voit que le lidar terrestre, entre une référence et une mesure pour la transmittance, il décrit très bien comment la lumière se répartit dans la canopée. Et ça nous permet, évidemment, du coup, comme on a les transmittances, de faire une inversion de la loi de Baire pour retrouver des surfaces également à différents stades de mesure, comme vous pouvez voir sur la droite. Donc voilà, l'objectif de ce postdoc a été rempli, donc d'écrire en 3D les structures. Donc vous pouvez voir sur la gauche des profils de LAD au cours du temps. Donc voir comment les peuplements, les canopées de blé se développent et même d'accéder de façon beaucoup plus fine à la structure par exemple ici un rang moyen de blé. Donc maintenant, le projet de recherche sur lequel je vais travailler chez vous, donc, il cherche donc à intégrer les données laser satellite, donc LIDAR, à l'inventaire forestier multisource. Donc, comme vous pouvez voir, moi, ça me change énormément d'échelle, parce que jusqu'à présent, je travaillais quand même à toute petite échelle, à l'échelle de la placette plutôt. Mais par contre, le but, ça va être un peu de mettre mon expertise à petite échelle au service donc, de la calibration de signaux à empreinte beaucoup plus large. Donc pour ça, on va partir sur ce qu'on appelle de l'inventaire forestier multisource. Donc le but de ces approches-là, en fait, c'est de faire de la descente d'échelle, c'est-à-dire de pouvoir coupler des mesures qui sont très précises avec des données qui sont moins précises mais qui ont une très haute résolution spatiale.
de sorte à la fin à pouvoir faire une estimation qui est robuste à une échelle qui est même subrégionale et qui nous intéresse. Donc, c'est une approche qui est assez récente, qui est en plein développement. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'on va chercher à coupler de l'inventaire forestier. Donc, ce sont des données qui sont très précises. On va aller sur le terrain, on va mesurer les arbres, on va vraiment bien décrire localement comment est le peuplement. Par contre, c'est très coûteux en temps et en main-d'œuvre. On ne peut pas faire ça partout. Et si on arrive à superposer quelque part une carte de télédétection qui a une très haute résolution spatiale avec cet inventaire-là, on va pouvoir établir des corrélations et ensuite extrapoler au reste de la zone ces corrélations-là pour être très précis. Donc, c'est un peu le projet SLIM qui est porté par Sylvie. Donc, il va particulièrement chercher à superposer des données d'inventaire terrain et de LIDAR terrestre avec des données LIDAR satellite, donc en particulier JEDI et ISAT2, et peut-être même ensuite, dans un second temps, avec voir l'apport des données Sentinel. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va chercher à mettre au point des modèles, des calibrations entre les inventaires et les données LIDAR terrestres avec les produits de télédétection. Donc pourquoi le LIDAR spatial plus que les photos? Parce que c'est quand même un instrument qui donne accès à des variables qui sont un peu nouvelles, type volume, biomasse, voilà, distribution verticale. Et c'est quand même une information qui est très riche et qui a a priori beaucoup de potentiel pour les inventaires forestiers multisources. Voilà, donc le but étant toujours de descendre à une échelle subrégionale. Le problème, c'est qu'avec le LIDAR, alors autant avec des photos, on a une bonne chance quand on superpose une photo satellite avec une carte d'inventaire forestier de trouver des cohérences spatiales pour établir nos corrélations. Par contre, le LIDAR, c'est un seul laser qui tombe quelque part sur le territoire. En général, il n'y a pas de cohérence spatiale entre notre laser et un inventaire forestier sur le terrain. Donc, pour contourner cette limitation, il y a deux solutions. Soit a posteriori, on va là où l'empreinte laser est tombée et on fait un inventaire LIDAR terrestre et un inventaire classique pour établir une corrélation. Soit on se base sur des simulations. Donc moi, dans le projet, je vais pas mal me consacrer à ces simulations-là et je vais développer des maquettes type qui vont servir de variables d'entrée dans le modèle DART pour resimuler, en fonction de ces maquettes que je connaîtrai parfaitement, resimuler des signaux LIDAR spatiaux type. Donc il y a déjà des travaux qui ont été menés en ce du LIDAR aérien avec DART. Donc, en haut à droite, vous avez une forme d'onde qui est retournée par un LIDAR aérien. Donc, voilà, sur l'axe des Y, c'est la hauteur. Et sur l'axe des X, c'est, on va dire, l'intensité de l'énergie retournée. On voit clairement que voilà, ce qui est cerclé en rouge, c'est en gros, c'est notre canopée, c'est les retours associés à notre canopée. Et on voit qu'en fait, pour reconstruire ce signal-là via DART, les meilleures variables d'entrée, ce sont celles qui ont été construites via des maquettes voxelisées. Donc, un peu les approches que j'ai développées pendant ma thèse, c'est-à-dire voilà, avoir un nuage de points au LIDAR terrestre et le voxeliser, avoir une estimation de LAD dans chaque voxel. Et ça marche quand même beaucoup mieux qu'avoir des modèles voilà, type Lollipop ou voilà, avoir des arbres types qu'on va mettre les uns à côté des autres. Donc, c'est quand même, pour reconstruire des signaux LIDAR aériens, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Et c'est là que voilà, mon expertise rentre un peu en jeu pour faire ça. Donc, on va se focaliser sur deux LIDAR spatiaux. Donc, JEDI, qui est un LIDAR full waveform, donc sur lequel Anouk a déjà pas mal travaillé depuis qu'elle est arrivée. Donc, un LIDAR full waveform, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec le LIDAR aérien. C'est qu'en termes de données, on va avoir toute une forme d'onde en retour avec des pics d'énergie qui vont nous permettre d'identifier les étages de la canopée. Et donc, en produit fourni par la NASA, on a évidemment la hauteur du sol, la hauteur de la canopée, mais potentiellement beaucoup plus avec un profil de végétation.
Donc voilà, c'est un lidar spatial qui est. Alors ça paraît peut-être pas beaucoup, il y a 60 mètres d'espacement entre les tirs, ce qui est quand même extrêmement résolu pour un lidar spatial avec des empreintes qui font environ 25 mètres. Le deuxième candidat pour ces inventaires forestiers, c'est iSat2. Donc depuis un mois, c'est surtout sur lui que j'ai travaillé. C'est un peu différent d'un lidar full waveform. On ne va pas avoir une forme d'onde parce que c'est un lidar à comptage de photons. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire l'analogie avec le lidar terrestre. Il va lancer dans chacun de ces lasers, il va avoir beaucoup de photons et il y en a seulement quelques-uns qui vont revenir vers le capteur. Ça nous fait un peu comme un nuage de points vu de l'espace, où en gros, on va avoir des transects avec une multitude de hauteurs de photons qui sont retournés, donc comme vous pouvez voir sur l'image à droite. Ce qui oblige, en fait, avec un seul photon, on ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de précision sur l'estimation. Ça couvre seulement 70 cm, il y a assez peu de certitude. Donc, on est obligé d'agréger l'information. Donc, pour l'instant, la NASA, eux, ils fournissent des estimations sur des transects de 100 mètres, ce qui est quand même beaucoup si on veut travailler, si on veut pouvoir établir des corrélations. Donc, moi, j'aurais quand même une partie où il faudra essayer d'un peu coupler des données plus fines. Donc, par exemple, ici, on voit un transect de photons entre une coupe et un peuplement. On voit qu'il y a quand même de l'info à moins de 100 mètres. Donc, il y a quand même quelque chose à tirer pour l'inventaire forestier multisource. Donc, un prérequis à ce projet de recherche aussi, c'est déjà de tester un peu la précision de ces satellites. Alors, en ce qui concerne iSat2, donc déjà, ce que j'ai pu voir dans ce premier mois, c'est que globalement, le géoréférencement du satellite était très bon. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est la comparaison entre un MNT de l'IGN au lidar aérien et les mesures d'altitude iSat2. Donc, ça matche pas mal. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décalage. C'est-à-dire que si on essaye d'un peu superposer la carte d'élévation d'iSat2 avec celle d'un lidar aérien, on voit que globalement, on ne diminue pas l'erreur quand on fait bouger ces deux cartes l'une par rapport à l'autre. Donc, elles sont déjà très bien superposées. Ce qui n'est pas le cas de Jedi, qui parfois, donc ça, c'est des résultats d'Anouk sur lesquels elle a travaillé. Sur lesquels on peut voir qu'un décalage peut être nécessaire pour retomber sur les élévations du lidar aérien. Donc, c'est un peu problématique quand on veut faire des corrélations précises entre une placette et un signal lidar. Donc voilà, donc le but de ce projet, c'est d'intégrer un peu du transfert radiatif dans les approches multisources, en intégrant du lidar, ce qui n'a pas encore été énormément fait, de calibrer ces mesures lidar spatiales sur un très large jeu de données, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les maquettes sur lesquelles je vais travailler vont être construites à partir des scans lidar terrestres de l'IGN, qui a scanné énormément de placettes sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui va permettre d'avoir un jeu de maquettes très diversifié, très varié, avec des très bonnes données de référence. Et donc, in fine, de pouvoir caractériser le potentiel des lidars spatiaux pour les variables qui nous intéressent. Donc, voilà, donc il y a clairement des aspects de développement de méthode et test un peu de ces approches dans ce projet-là. Ce sont des produits qui sont fortement désirés, donc la biomasse vis-à-vis du stockage du carbone et des risques. Et voilà, donc il y a divers partenaires qui sont impliqués dans ça. Donc évidemment Tétis, mais aussi l'IGN avec Cédric Vega, l'ONF, et je reste toujours en contact avec l'INRA où j'ai développé les approches statistiques, donc l'INRA d'Avignon, pour pouvoir aussi adapter un peu nos estimateurs aux données lidar spatiales, et évidemment le CESBio pour DART. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.